Podcast Anonyme, 12e épisode et 3e partie. C'est ça. C'est ça. Et là, un petit livre de poche, un truc minuscule. Une babiole. Une babiole. Un gazetti. Hein, Mais ouais. exactement, c'est ridicule, c'est tout petit. Nous allons parler de cette petite ville, c'est ça? Ce micro-setting. Ce micro-setting s'appelle Ptolus. Ptolus. Voilà. Ah. Voilà, on peut... Il est beau. Oh, il est beau. Ah, la bête, j'avoue, c'est hyper lourd. Tu peux faire de la muscu en même temps que tu prépares ton scénar. Hop. Comment tu crois que j'ai eu ce corps d'athlète? Mais Voilà, exactement. c'est Ptolus. Je lui dois tout. Alors, qu'est-ce que Ptolus? Ptolus. Alors, Ptolus, c'est un objet éditorial assez fascinant. Puisqu'en fait... Alors, comment dérouler ça de façon un peu pas trop longue? Le principe, c'est qu'en fait, Ptolus a été écrit par Monte Cook, donc un auteur maintenant bien installé, puisqu'il a été l'auteur de DD3, c'est un des 3 auteurs de DD3, ce qui nous intéresse là, mais il est aussi l'auteur de Numenera, un jeu qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement. Qui a été traduit d'ailleurs. Tout à fait. Et donc... Monte Cook est l'auteur de Ptolus, et Ptolus est en fait l'univers de playtest de DD3. C'est-à-dire qu'à la base, Ptolus, il jouait avec les autres auteurs de DD3 et plein de gros pontes de l'industrie donjonnante américaine, parce qu'il y a pas mal notamment de gens de l'équipe de Paizo de Pathfinder qui ont joué dans Ptolus et tout. À la base, ils y jouaient avec ADD2. La première campagne de Ptolus s'est jouée avec ADD2, et en fait, au fur et à mesure qu'ils ont commencé à bosser sur DD3, ils ont continué la campagne Ptolus, et Ptolus est devenu l'univers de playtest de DD3. Et en fait, Ptolus c'est beaucoup plus que l'univers de playtest de DD3, c'est-à-dire que Ptolus c'est une incarnation, en fait, de l'univers par défaut de DD3. Alors je vais expliciter un petit peu ce concept d'univers par défaut. L'idée c'est que dans Donjon, dans le triptyque, vous n'avez pas d'univers, on vous décrit pas d'univers, ou alors on vous pitch 2-3 trucs et tout, etc. Et qu'en fait, si vous n'achetez pas de setting à côté, vous allez extrapoler un univers à partir des règles. C'est-à-dire que les règles vont définir en creux un univers en fonction des dieux qu'on vous propose pour votre prêtre, en fonction de ce que vous comprenez dans le DMG, de l'organisation des villes et tout, etc. Et chaque édition ayant des règles différentes, chaque édition, en fait, définit en creux un univers légèrement différent. Ptolus, c'est la concrétisation de l'univers qui est défini en creux pour la 3e édition. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez vraiment décemment poser votre micro-setting à côté de votre triptyque DD3, et dans Ptolus, vous allez avoir exactement le type de fantasy que DD3 est censé proposer en termes d'univers. D'accord. Alors, parlons peu, parlons bien, vu ce qu'est les D3, et l'univers, en gros, ce que sous-tendent les règles de D3, on est dans de la ultra high fantasy. Ouais. J'ai envie de parler même de super heroic fantasy ou de shonen fantasy, pour ceux qui aiment les comics ou les mangas. Quelque part, est-ce que ça veut dire que tu connais en fait l'espèce de cliché, c'est-à-dire qu'à chaque coin de rue, il y a peut-être un magicien qui va nous vendre un sort, un objet. Mais en fait, on est exactement là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'une anecdote que Monte Cook répète dans l'intro du jeu, parce qu'elle est précisée dans le Dungeon Master Guide de DD3, c'est qu'en gros, les grosses boutiques qu'on pignon sur rue ont généralement, en agent de sécurité, un mage invisible dans un coin de la pièce, susceptible éventuellement d'empêcher de charmer le commerçant pour lui piquer les bijoux, les trucs comme ça. D'accord. Et le guet de Ptolus, donc GUET, attention, pas de blague homophobe, on ne mange pas de ce pain-là, le guet de Ptolus est spécifiquement formé pour gérer les problèmes liés aux monstres, à la magie, aux invocations qui tournent mal, etc. Donc évidemment, il y a des guerriers, des mages, des prêtres, et tout, etc. C'est une véritable mise en abîme, en fait, de ce qui a été DD 3.x, quoi. Tout à fait. C'est vraiment DD qui renonce à l'espèce de mythe qui est de dire que DD vous permet de faire des histoires d'heroic fantasy comme dans les romans. Ouais. Non, DD vous permet de faire des histoires d'heroic fantasy comme dans DD. Et là, on va vraiment dans ce truc-là à fond. Moi, je fais un parallèle très souvent, mais parce que, immanquablement, ça m'y fait penser, pour moi, Ptolus, c'est le top 10 de DD. C'est-à-dire, top 10, pour ceux qui connaissent, c'est cette BD d'Alan Moore, où dans une ville où tous les super-héros habitent, parce que les super-héros habitent tous dans la même ville, tous les super-héros habitent, monsieur a d'excellent goût, et donc dans cette ville où tout le monde a un super-pouvoir,
Top 10 va parler des flics de la ville, qui en fait, et donc va dans une série où tout le monde a des super pouvoirs, en fait personne n'a de super pouvoirs, et c'est juste une série de flics, mais avec toujours cette espèce de truc sur le super-héroïsme au quotidien. Là voilà, c'est le donjons et dragonisme au quotidien. Et donc t'as vraiment ce truc-là. Alors, une fois qu'on a accepté ce concept, qu'on est prêt à jouer dans cette... Est-ce qu'il est facile à accepter ou pas? Non. Honnêtement, c'est-à-dire, c'est vraiment oublier Tolkien. Hein. On est sur vraiment autre chose. On est sur un univers qui peut se rapprocher aussi de Final Fantasy VII. Je sais pas si ceux qui ont joué au jeu, faut accepter ce concept-là. Faut accepter des concepts qui peuvent paraître vraiment complètement over the top. Alors, du coup, je m'avance un peu, mais est-ce qu'il y a une note d'intention qui explique ça oui, dedans et qui le décrit? Autre référence qui est assez rigolote pour ceux qui connaissent Spinal Tap, le film, c'est que c'est l'Heroic Fantasy à 11. Mais pourquoi pas à 10? Parce que 11 c'est plus. En fait, on est quelque part sur la même logique que ce qui va accoucher d'un setting comme Eberron, mais un cran avant. On n'est pas encore dans de la Steam Fantasy, on est encore dans de l'Heroic, mais de la Super Heroic Fantasy. Et à côté de ça, donc il y a ce premier défi en fait de game design, j'ai envie de dire, d'écriture d'univers, qui est de proposer vraiment l'incarnation des règles, et l'autre défi qu'a voulu résoudre Monte Cook, c'est de pouvoir proposer l'intégralité de l'expérience Donjons et Dragons dans une ville. Vous devez pouvoir jouer tout ce qu'on peut jouer dans D&D sans quitter les murs de la ville, y compris des trucs où on se dit mais c'est pas possible, comme les voyages planaires. Il faut pouvoir le faire en restant là. D'accord, ok. Et donc, voilà. Défi challenge accepted. Okay. Sachant que, voilà, si ça a cette masse-là, c'est aussi parce que c'est Monte Cook. Ceux qui sont intéressés un petit peu au design de DD3 savent que Monte Cook, son truc, c'est l'exhaustivité. Il aime bien que tout soit posé, voilà, tout soit dit. Donc, il y a peut-être... Alors, j'adore Ptolus, je me ferai enterrer avec mon exemplaire de Ptolus, mais il y a peut-être un peu trop de matière, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais, et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, il a accepté son propre défaut, il a essayé de faire avec, il sait qu'il va vous proposer quelque chose où vous allez avoir beaucoup de matos, et il s'est dit, voilà, comment je peux faire pour rendre ce truc-là le plus utilisable possible. Alors, ça va se traduire par un certain nombre de choix. Alors, le choix esthétique est complètement classe de base, qui est les 3 petits rubans marque-page en velours. Mon précieux. Ça va se traduire par un code couleur sur la tranche, qui correspond au chapitre. On vient montrer. Effectivement. Les codes couleurs, en fait, à chaque fois. Donc là, il y a un code rouge, et j'imagine que ça correspond, au chapitre rouge. Okay. Voilà. Un code couleur sur la tranche. Ça va se traduire par un très astucieux système de renvoi. Alors ça, vous allez le voir défiler sur votre écran, qui est qu'en fait, sur chaque page, il y a un système de marge qui va renvoyer aux pages où les informations évoquées ont été présentées de la façon la plus exhaustive, ce qui fait que on ouvre une page au hasard, on se dit, attends, je me souviens plus ce que c'est que ce truc-là, boum, page 87, je vais page 87 récupérer mon truc. Ça va se traduire par, hop, à la fin du bouquin, un autre set de marque-pages découpables. Moi, je ne l'ai pas découpé parce que je veux que mon exemplaire reste absolument vierge. Mais donc, un autre set de marque-pages avec des marque-pages thématiques, donc NPC, donc PNJ, quartier, la règle et le local, enfin le lieu spécifique de l'aventure. On va pouvoir, le MJ va pouvoir mettre ses pages et tout, etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Alors maintenant, en termes... maintenant, je vous ai exposé tous les petits défis. Alors évidemment, en termes de qualité, le truc, c'est intuable. Par contre, vous pouvez tuer quelqu'un avec. Ça, je le sais, je l'ai fait. Des chats. Bref, c'était une nuit de pleine lune. Bon, bref, j'ai perdu tout sens commun. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce truc-là? Alors déjà, il faut vraiment garder à l'esprit que là-dedans, vous avez assez de matière pour faire l'équivalent de 4 campagnes Pathfinder easy. C'est-à-dire de niveau 1 jusqu'au niveau 16+, sur des thématiques extrêmement différentes. En bon américain, Monte Cook nous fournit beaucoup
beaucoup de donjons. Donc il y a beaucoup de donjons dans Ptolus. Vous pouvez vous faire une campagne, il l'explicite, même c'est la seule qui l'explicite, ce qui en dit long sur son style de jeu préféré. Vous pouvez vous faire une campagne de niveau 1 à 20 uniquement en dungeon crawl. Et il vous liste tous les donjons par niveau en vous disant, au niveau 12, vous faites celui-là, il est top. Voilà, faut avoir envie, mais vous pouvez concevoir Ptolus comme un méga donjon. Après, il y a d'autres thématiques qui, moi, me parlent beaucoup plus. Il y a énormément d'intrigues au niveau de la noblesse. Il y a quand même un chapitre qui s'appelle Organisation qui parle des différentes factions de Ptolus qui fait quasiment 60 pages. Donc, il y a de quoi faire. Il y a... Est-ce qu'il y a 36 pages de dragons de dragon. Alors, non toute l'expérience de Donjons et Dragons doit être dans Ptolus. Donc, il y a des thématiques liées aux dragons, mais non, il n'y a pas 36 pages de dragons. Il y a des thématiques liées aux dragons. Il y a ma thématique préférée, et là je vais faire un petit encart, je vais le faire très très vite, qui est sur l'Underworld de Ptolus, c'est-à-dire en gros le milieu de Ptolus, qui est, moi, si je devais vraiment faire jouer une campagne au très long cours sur Ptolus, c'est l'angle que je choisirais, parce que c'est l'angle qui pour moi est le mieux traité, et qui lui permet encore une fois une petite mise en abîme, parce que tu utilisais ce terme, parce qu'en fait, quand il décrit les différentes guildes et factions criminelles de Ptolus, celle qui est en perte de vitesse, celle qui est vraiment, en gros, la faction qui est en train de mourir, c'est la guilde des voleurs façon Gary Gygax. C'est-à-dire les mecs un peu Robin des Bois qui font que du cambriolage, qui s'entraînent à désamorcer les pièges, etc. Et en fait, ceux-là sont en train de se faire bouffer par des familles criminelles qui sont finalement des transpositions du monde du crime moderne, etc., dans un contexte Medfan, qui sont des esclavagistes, des trafiquants de drogue, des vrais méchants. Et c'est assez marrant de voir cette espèce de rapport où effectivement Montecu montre que la conception des voleurs de Gygax, c'est quand même très gentil. Voilà, okay. On les voit en collant, tu sais, on l'imagine avec un petit capuchon et tout, etc. Non, tout à fait. Les guildes criminelles de Ptolus sont beaucoup plus méchantes que ça. Ça peut être, tu peux jouer en Ptolus, tu peux jouer à tous les niveaux, en fait, tout est adapté ou tout devient... Enfin, parce que souvent, quand on dit high fantasy, on imagine en fait du high level. Et est-ce que quand il y a niveau 2, 3, 4, etc., tu peux quand même... pour reprendre son fameux plan de campagne de Dungeon Crawl, t'as vraiment... vous êtes niveau 1, vous allez dans les égouts pour en gros chasser les hommes rats, parce qu'il y a une invasion d'hommes rats dans les égouts de Ptolus. Comme toujours. Comme bien sûr. Vous êtes au niveau 20, vous allez dans le donjon. Alors, rapide... Petite parenthèse sur le setting de Ptolus. En gros, pour vous la faire super courte, Ptolus, c'est une ville... Vous voyez le Seigneur des Anneaux, vous voyez la chute de Sauron, vous voyez l'effondrement de Barad-dûr, donc la tour de Sauron. Dans Ptolus, c'est ça, sauf que la tour ne s'est pas effondrée, qu'un ordre de paladins a dit, bon, Sauron il est mort, mais il est hors de question qu'on vienne fouiner dans la tour, donc on fait un crack autour de la tour, et comme un ordre de paladin qui bouge, c'est un village qui se construit autour, etc. Et au fur et à mesure, qui s'est construite autour de l'endroit à ne pas aller, qui est donc The Spire, parce que il y a une menace sous-jacente quand même. City by the Spire, et évidemment, le donjon pour les niveaux 17-18+, c'est celui qui correspond à la tour de Barad-dûr, cette espèce d'énorme pic rocheux, et la forteresse du Seigneur du Mal, défunt, qui était tout en haut. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment, et toutes les thématiques peuvent être jouées vraiment du niveau 1 au niveau 20. Alors évidemment, l'objectif est de faire progresser le personnage, il y a énormément de factions, il y a des personnages tous plus surpuissants les uns que les autres. Le principe de Ptolus, c'est qu'il y a un personnage de niveau 20 de chacune des classes de l'ED3 dans la ville, donc il y a quand même du lourd. Les défauts, parce qu'on va pas dire que c'est génial, il y a beaucoup de matos. Il n'y a pas assez, c'est ça? C'est le défaut. J'attends un deuxième tome. Il y a beaucoup de matos. Moi, j'y vois des ressources pour faire autant de one-shot que je veux et des campagnes, mais on peut trouver aussi qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a des scénarios dedans, des campagnes ou c'est... En fait, c'est vraiment une immense boîte à outils. Non, c'est une immense boîte à outils. Il y a des pitchs, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut ouvrir n'importe quelle page au hasard, et il y aura au moins un ou deux pitchs de scénario qui vont émerger, et avec le système de renvoi, on va pouvoir reconstruire le scénar. Mais il y a un ou deux scénars donnés, mais c'est vraiment très léger par rapport à la masse. On peut l'adapter à d'autres systèmes ou... Alors, c'est une très bonne question. Donc, on va revenir justement juste sur les défauts. Il aime le dungeon crawl. Là, vous avez un bouquin de 600-700 pages, je sais plus exactement. Partez du principe que si vous n'aimez pas le dungeon crawl, 650 pages et des patates, si vous n'aimez pas le dungeon crawl, ça fait 12 pages. En termes de perte de place, vous perdez une centaine de pages de plans de donjon.
Si vous ne jouez pas avec DD3, ou éventuellement Pathfinder, vous perdez pareil une centaine de pages de stat block de créatures. Faut le savoir. Moi je pense que ça les vaut quand même, mais c'est vrai que c'est un défaut. À partir de là, si vous l'adaptez à un autre donjon, quel qu'il soit, et je pense que c'est très faisable, sauf pour les donjons les plus low fantasy, faudra aller chercher les monstres dans les manuels, etc. Ça va représenter plus de boulot. Je pense que ça vaut le coup, et je pense que dans l'histoire de Donjons et Dragons, c'est vraiment un setting qui vaut le coup, justement, comme la concrétisation de cette idée d'univers en creux qui correspond à chaque édition. Je parlerai d'un autre univers en creux dans une prochaine critique. J'ai parlé du Val de Nantir, qui est un peu l'équivalent d'Optolus, mais beaucoup plus réduit, pour des D4. Pour conclure sur Ptolus, voilà, moi, c'est vraiment un produit que je trouve énorme. C'est un produit très luxueux. Si vous voulez l'acheter maintenant, vous allez claquer quand même pas mal de thunes, faut le savoir. Faut trouver des joueurs. Tu as bien fait de soulever ce truc-là qui soit susceptible d'être intéressé par cette thématique, parce que ça donne un univers quand même très particulier, mais c'est un magnum opus, et c'est, à mon avis, vraiment une pierre dans le chemin de donjon. C'est quelque chose qui vaut le coup d'être lu, d'être feuilleté, éventuellement choper le PDF, jeter un coup d'œil. C'est pas pour tous les goûts, mais c'est cool. C'est vraiment très très cool. Ok, nickel. Moi j'ai joué au moins une ou deux fois, je crois, avec toi. C'est vrai que j'ai bien aimé, mais même si sur une ou deux parties t'as pas le temps de vraiment visiter la ville ou de te connaître, mais c'est vrai que c'est un sacré, on va dire que c'est un sacré morceau, comme on dit. C'est un beau bébé. Et c'est accompagné, Oui, alors vite fait, parce qu'évidemment, il donnait avec la commande un CD de PDF, donc plein de petits trucs de moins bonne qualité. Globalement, le vrai bon matos, il est dans le bouquin, mais c'est des scénarios que Montecook avait écrits autour, à l'époque où Ptolus était en gestation et tout, etc. C'est très très donge, il n'y a vraiment pas de scénar qui mérite de se relever la nuit. Par contre, ce que je trouve... Je suis toujours dans le domaine du cool. Ce que je trouve furieusement cool, c'est les petits suppléments. Ouais, les petits goodies. Voilà, donc par exemple, vous avez le menu de la taverne emblématique du setting pour les personnes, une proclamation impériale, un wanted, vous avez des plans, évidemment, une feuille d'aventure avec un design assez intéressant, des tables aléatoires, il y a plein de trucs, et bien évidemment, et nous allons conclure là-dessus, parce que vous l'attendiez. Outre le plan du fameux donjon final, vous avez le plan de la ville. Ah ouais. Je ne mets pas à l'envers, ce serait ridicule. Non, il est bon, il est dans le bon sens. Regardez-moi ça, c'est pas merveilleux. C'est fantastique. C'est fantastique. Et voilà. Il y a même un verre de cidre. Un verre de incroyable. Cidre, c'était livré avec est énorme. une Petite pochette plastique. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Il est fort, Montecook, il n'y a pas à dire. Voilà. Ok. Donc c'est là-dessus que je vais terminer cette critique. Écoute, et je te laisse conclure. Eh bien, je vais conclure en disant, j'espère que vous avez aimé Ptolus, ce petit univers tout rikiki. Voilà. Cette pochade. Oui, sans rien du tout d'univers. Et puis, en fait, tout simplement, bonne lecture et puis bon jeu. Et puis bon jeu, ça me paraît bien.